Bonsoir, nouveau débat sur TV78 dans le cadre du premier tour des élections municipales, aujourd'hui consacré à la ville de Poissy. 4 listes sont déclarées au 12 février. Poissy #KO 2020 porté par le maire sortant Carl Olive. Poissy demain porté par Nathalie Martin. Poissy en avant porté par Fanny Bernard. Et Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs porté par Jean-Pierre Mercier. Fanny Bernard n'a pas pu se joindre pour ce débat à cause d'un problème d'agenda. Nous serons donc 3 en plateau. Au cours de ce débat de 52 minutes à suivre également sur Radio Sensation, je vous rappelle que le temps de parole sera chronométré afin d'assurer au mieux l'égalité entre chacun. Nous afficherons régulièrement le temps de parole des 3 candidats à l'écran. Alors nous débutons ce premier tour de table avec cette question. Pourquoi vous présenter à ce scrutin et pourquoi les électeurs devraient vous choisir? Vous avez environ 2 minutes. Alors nous débutons avec vous, Jean-Pierre Mercier. C'est l'ordre qui a été décidé par tirage au sort juste avant le début de cette émission et ce sera l'ordre inverse pour vos conclusions tout à l'heure. Nous commençons par vous pour cette question. Tout d'abord, bonsoir. Moi, je suis un habitant de Poissy de très fraîche date. J'ai travaillé pendant 18 ans à l'usine de PSA Aulnay. J'ai combattu la fermeture de l'usine avec mes camarades de travail, avec les salariés. Et une fois l'usine fermée, j'ai fait comme des dizaines de milliers de travailleurs aujourd'hui en France. J'ai suivi mon emploi, j'ai suivi mon travail et j'ai migré. Voilà, je suis un migrant. J'habite Poissy depuis 6 ans et je travaille à l'usine de PSA à Poissy. J'ai pris le reclassement interne. Je mène une liste lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. C'est une liste composée de femmes et d'hommes qui font partie du monde du travail, qui sont ouvriers, techniciens, infirmières, auxiliaires de vie, qui sont chômeurs, intérimaires, qui connaissent les problèmes du monde du travail, qui font face à des fins de mois difficiles, parce que des salaires bloqués, face à l'augmentation des prix, face à l'augmentation des impôts. Ils connaissent la menace des licenciements, du chômage, de la précarité, des petits boulots, des CDD, de l'intérim. Des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui pourtant, avec leur pension de retraite, n'arrivent pas à joindre eux aussi les fins de mois. Alors dans ces élections municipales, je mène cette liste pour faire entendre le camp des travailleurs, c'est-à-dire je m'adresse à tous ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, leur allocation ou leur pension de retraite, parce que j'estime et je suis convaincu qu'en tant que travailleur, chômeur ou retraité, on a des intérêts à faire entendre dans cette société et ces élections municipales sont l'occasion de faire entendre ses intérêts et de considérer une municipalité qui serait au service des travailleurs, c'est-à-dire qui serait non seulement le relais des revendications de toute la population laborieuse, mais aussi qui serait un point d'appui et même organisateur des luttes et des mobilisations qui sont nécessaires pour changer les choses dans la ville. Alors nous allons penser à la deuxième candidate, Nathalie Martin. Vous avez 37 ans, vous êtes pissiacaise depuis 2010. Vous êtes candidate pour la première fois à Poissy. Oui, merci, bonsoir. Donc j'ai toujours été dirigeante associative, à la fois en tant que salariée et en tant que bénévole, donc au cœur des mutations de la société, à la fois dans le secteur du handicap, des violences faites aux femmes, mais aussi pour la connaissance libre, puisque j'ai été directrice générale de Wikimedia France, l'organisation qui soutient Wikipédia. J'ai toujours porté dans l'espace public la voix des plus faibles pour qu'ils accèdent à une meilleure connaissance et à un meilleur statut. Alors, j'ai aussi été déjà élue, en réalité, 2 fois à Sèvres. La première fois, c'était à 18 ans avec François Kosciusko-Morizet. Et très vite, je me suis occupée de toutes les thématiques en relation avec la démocratie participative. Alors, pourquoi voter pour nous? On est dans une situation où il y a une crise climatique et sociale sans précédent. On ne peut plus répondre à cette crise avec des solutions passéistes, seulement de la communication, des mesurettes. Il faut une politique visionnaire, une vraie stratégie. Au niveau de mon équipe, on porte ça, l'innovation à la fois climatique, sociale, économique, technologique. Vraiment, l'équipe s'est soudée autour de ça. Et on voit d'ailleurs que ces thématiques préoccupent énormément les Pissiacais, puisqu'on n'a eu aucun mal à finaliser notre liste. On a été les premiers à déposer notre liste en sous-préfecture. Et pas de mal non plus à attirer des jeunes, puisque la moyenne d'âge de notre liste est de 43 ans. Au-delà de ça, c'est une liste sans étiquette. Alors pourquoi? Parce que la majorité des personnes sur notre liste n'ont pas d'étiquette, donc c'est une logique complète. Et aussi parce que le processus des étiquettes, on l'a vu à Poissy, est très chronophage. Et en ne nous inscrivant pas dans ce processus, c'est pour ça qu'on a pu proposer notre programme dès octobre. Donc ça a été un gain de temps énorme pour parler aux Pissiacais de notre programme.
Il faut dire aussi que les différents courants d'opposition actuellement au conseil municipal ont soutenu notre liste. Donc c'est pour nous un énorme effort de responsabilité et un gage de confiance. On va passer à vous. Carl Olive, vous avez 50 ans, vous êtes maire sortant, élu à Poissy en mars 2014. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis chef d'entreprise, je suis l'ancien directeur des sports de Canal+, mais avant tout, je suis l'enfant de Poissy. Poissy, c'est ma vie. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse, nous étions 8. Mon papa a fait 42 ans à l'entreprise Chrysler, Simca, Chrysler, Talbot et Peugeot. Mes 4 frères ont été apprentis à l'école Chrysler. Ma sœur a grandi à Poissy, a été à l'école à Poissy. Moi-même, j'ai démarré à l'école maternelle de la Coudray pour ensuite aller jusqu'au bac au lycée Le Corbusier. Mes 3 garçons sont de Poissy, ont grandi à Poissy, vivent à Poissy. Et mon épouse a longtemps été au service de réanimation médicale de la ville de Poissy. C'est dire si j'ai vraiment Poissy en bandoulière. Au fond, pourquoi je me suis présenté en 2014 ? Je me suis présenté en 2014 parce que je n'ai pas pu accepter de voir Poissy descendre de la sorte, passer d'être le poids lourd du département à un poids mort. Et pas que. En 6 ans, les dépenses ont été 2 fois supérieures aux recettes. Il y a eu 15% d'augmentation des impôts locaux en 2011, sans pour autant avoir des services à la population supplémentaires. Et puis surtout, il y a eu une explosion au sein même de la majorité municipale hétéroclite dès les premiers mois. Tant et si bien, je me souviens que le Courrier des Yvelines, un hebdomadaire qui sort le mercredi, avait titré « Les rats quittent le navire ». C'est un message fort. Et le message a été conclu puisque l'ancien maire a été totalement isolé. Et c'est ainsi que j'ai été élu au premier tour en 2014. 6 ans après, aujourd'hui, on n'a pas augmenté les impôts locaux depuis 6 ans, avec le même niveau de service à la population, et surtout d'investir massivement. Près de 100 millions avec la collectivité locale et près d'1 milliard avec les entreprises privées qui sont venues s'installer aujourd'hui à Poissy. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'aujourd'hui, Poissy redevient le 3e bassin d'emploi du département. L'emploi, c'est notre premier combat. Et comme on dit, quand les marées montent, tout le monde est concerné, les bateaux montent également. Voilà pour ce premier tour de table. Nous allons passer aux thématiques de ce débat. Nous allons tout d'abord commencer par les sujets précis, les thématiques sur les grands projets de la ville, avant d'aborder les grandes thématiques de vie quotidienne comme les transports ou l'environnement. Alors nous allons commencer par un sujet qui a fait beaucoup parler à Poissy, la maison centrale. Un mur d'enceinte de la prison s'est écroulé le 28 mars 2019. Un trou de plusieurs mètres qui a été depuis en partie reconstruit. Un vote citoyen a été mis en place par la municipalité au mois de juin 2019 sur tablette et smartphone avec la question « Souhaitez-vous le maintien de la prison en centre-ville ?» La réponse a été de 82% contre. Près de 3500 personnes ont participé à ce vote. La maison centrale de Poissy accueille 180 détenus longue peine. Que doit-on faire de cette prison ? Nathalie Martin. Ok, donc justement, l'affaire de cette prison, ça illustre parfaitement mon propos d'avant. C'est-à-dire qu'on a vécu en 2019 une fausse consultation sur la prison. Une fausse consultation, puisqu'en fait les enfants pouvaient voter, les pissiaqués pouvaient voter plusieurs fois et des non-pissiaqués pouvaient voter également. 82% des pissiaqués, c'est ce qui a été affiché au niveau du résultat. Non, ça c'est vraiment de la communication. Donc ensuite, pour revenir à mon avis, moi je suis très favorable à la rénovation à son emplacement actuel de la prison. Pourquoi ? Le déplacement coûterait 2 fois plus, 120 millions d'euros. Cette prison est là depuis le 19e siècle. Qu'est-ce qui nous pousse tout à coup à dépenser autant d'argent public pour déplacer cette prison ? Mais quand je parlais de fausse consultation, le ministère a été très clair sur ce sujet. La prison sera maintenue à son emplacement. Donc inutile de faire un buzz sur cette question, puisque de toute façon, c'est tranché. L'utilité d'avoir une prison en centre-ville, elle se pose pour plusieurs acteurs. Pour les détenus déjà, puisqu'on a des visites faciles par le biais de la gare qui se trouve non loin, mais aussi pour le personnel qui peut consommer en centre-ville. Donc c'est une plus-value pour les commerces également. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une ville, ce n'est pas que du foncier. Une ville, ce ne sont pas que des stades de foot et des grosses voitures. On a aussi notre part à prendre dans les politiques publiques de sécurité et les politiques sociales. Carl Olive, vous voulez déplacer la prison de Poissy ? On est né, on a grandi évidemment avec la prison. La maison centrale a 200 ans tout juste puisqu'elle date de 1821, qui était un ancien couvent de 1647. Qu'est-ce qu'on constate finalement ? C'est qu'il n'y a quasiment jamais eu de rénovation de cette maison centrale.
Aujourd'hui, on a des plaintes de la part des détenus, le syndicat de la part des agents, le syndicat majoritaire, qui est un syndicat CGT, a depuis très longtemps dit que c'était des conditions qui étaient déplorables. Depuis 2014, il y a toujours eu un avis négatif, pas depuis 2019, depuis 2014, un avis négatif de la commission de sécurité. À mon arrivée, j'ai envoyé un message à la chancellerie pour leur dire « Attention, si on ne fait rien, avec ce qui se passe actuellement autour de la prison et les nuisances sonores qui peuvent être engendrées, nuisances sonores, mais nuisances également au niveau de la structure même de l'édifice, il peut se passer quelque chose de grave. » Et malheureusement, pourtant je ne suis pas devin, malheureusement c'est ce qui s'est produit le 28 mars dernier, avec ce mur qui a totalement été éboulé. Remarquez, aujourd'hui on est demain le 13 et le 14 février, il n'y a toujours eu aucune réparation, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé. Il ne s'est rien passé. Si, les nuisances ont continué à être augmentées, puisque la circulation est de plus en plus compliquée. La résidence pour personnes âgées qui, en fait, est installée juste en face de la maison centrale, eh bien, ne peut plus prendre les bus qui étaient installés. Et il ne se passe pas une seule semaine sans que nous soyons alertés par les administrés, par l'épiciaquet, pour nous dire faites quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Madame la garde des Sceaux nous a dit je m'engage à vous envoyer un schéma directeur avant la fin de l'année 2019. On est bientôt au mois de mars 2020, j'ai toujours pas de schéma directeur. Cela dit, on l'attendait depuis l'année 2007. Moi, j'ai proposé plusieurs choses à la garde des Sceaux. En partenariat, parce qu'encore une fois, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un travail d'équipe, en partenariat avec le Sénat, avec le département, avec la région. C'est un déplacement de la maison centrale qui a été validée à près de 82% sur cette consultation citoyenne, mais avec des pistes de relocalisation. Madame la garde des Sceaux, vous êtes déjà à 4 minutes. C'est important. La garde des Sceaux a indiqué qu'elle mettait 60 millions sur la table. Avec le département et la région, on est prêt à mettre 90 millions. Et à la différence de ce que disait Madame, aujourd'hui, les familles ne réclament pas tant d'être avec un pôle d'échange de prêt, puisque aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est du stationnement. Enfin, quelque chose qui est très important et qu'on n'a pas parlé, c'est que cette maison centrale est en train de devenir un centre de détention. Un centre de détention, on multiplie par 2 la fréquentation avec des courtes peines, donc bien plus de nuisances. Jean-Pierre Mercier. Bon, écoutez, ce thème de la prison, c'est le serpent de mer de la ville de Poissy. Je comprends que M. Carl Olive, ça soit un de ses thèmes de campagne, parce que ça s'adresse à un certain type d'électorat. C'est cacher cette prison que je ne saurais voir. Effectivement, la déplacer coûterait énormément d'argent. Et on constate tous de toute façon que les conditions de détention, les conditions de vie dans cette prison sont déplorables parce qu'il n'y a eu aucun investissement. Il y a un manque d'effectifs au niveau des gardiens de prison et ça, le syndicat CGT le dénonce. Mais vous savez, derrière, il y a aussi peut-être... Moi, je dis ça comme ça, mais je ne pense pas me tromper, des appétits extrêmement voraces de promoteurs immobiliers, puisque cette prison est au centre-ville, et que si elle était un jour amenée à être déplacée, ça ferait le bonheur des promoteurs privés, de la spéculation foncière. Et il est fort à parier que si cette prison devait être déplacée, même, y compris le foncier autour de cette prison serait amené à être augmenté, les loyers par conséquent seraient amenés à être augmentés, et ça serait tout bénéfice pour les promoteurs privés. Alors, je veux bien entendre que les collectivités locales, c'est la vache à lait aux promoteurs privés, mais il y a un moment donné, il faut dire stop. Et moi, je suis plutôt pour la rénovation que le déplacement, évidemment. Vous voulez réagir, Carl Olive? Juste pour dire que je me suis évidemment engagé à faire en sorte que le jour où cette prison, cette maison centrale se déplace, qu'on puisse faire, non, alors là pour le coup pas une consultation citoyenne, puisque la légalité fait qu'on ne pouvait faire qu'une consultation citoyenne, mais un référendum local, et s'il faut mettre ici un poumon vert, nous mettrons évidemment un poumon vert à cet endroit, ce seront les Piciaquais qui choisiront. Ça s'appelle une promesse de campagne. Nathalie Martin, vous voulez réagir également? Oui, exactement. Qu'il y ait un besoin de rénovation, on est tout à fait d'accord sur ça. Mais pourquoi vouloir absolument la déplacer? Ça, c'est la vraie question. La vraie question, c'est qu'en France, les maisons centrales, au nombre de 6, l'histoire montre qu'il n'y en a plus que 2 en centre-ville, que les 4 autres ont été déplacés. C'est le sens de l'histoire. Donc mettre 60 millions sur ça, c'est une priorité. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'on parle bien d'une maison centrale qui va devenir centre de détention,
C'est-à-dire que les longues peines vont être transférées, qu'on va avoir des courtes peines de 10 à 15 ans avec une montée des nuisances. Regardez ce qui se passe à la maison de santé à Paris, sur d'autres structures, au Val-de-Reuil. Faites un simple sondage et vous allez comprendre que les Pissaquais ont raison d'être allés sur le sens de ce déplacement. Jean-Pierre Mercier, est-ce que vous voulez réagir? Non, moi j'ai rien à rajouter. Il y a beaucoup, comme à chaque fois, des promesses de campagne et l'enjeu n'est pas du tout là. Je vous assure que la population, elle parle beaucoup plus de l'hôpital, du niveau de l'hôpital, du niveau de soins, des conditions de travail des salariés de l'hôpital plutôt que de la prison. Ça, c'est certain. Carl-Olive, j'aurais bien aimé effectivement qu'on soit peut-être un peu plus de nombre d'acteurs, typiquement pour sauver notre hôpital Poissy-Saint-Germain et faire en sorte, à mes côtés, d'avoir effectivement des partenaires pour bénéficier, comme ça a été le cas de la part de l'État, du ministère de la Santé, de 80 millions pour créer un nouvel hôpital dont on peut tous être fiers. Nous allons passer maintenant à notre deuxième thématique. Elle concerne le réaménagement des Hauts de Poissy. Le quartier de la Coudray a notamment été rénové ces dernières années. Le développement de ce quartier permettra d'atteindre à terme un nombre de 900 logements, dont 34% de logements sociaux, contre 100% auparavant. À proximité du quartier de la Coudray, le futur training center du PSG sortira de terre à l'horizon 2022. On retrouvera notamment 17 terrains de football et un stade de 3000 places sur 74 hectares. Quelle est votre vision sur ces Hauts de Poissy ? Nathalie Martin. Okay. Donc au niveau du PSG, ce que je regrette absolument, c'est qu'il n'y ait pas eu là de consultation citoyenne. On nous consulte sur une prison de toute façon qui ne va pas partir, mais sur un projet qui n'était pas inscrit dans votre programme en 2014, aucune consultation. Aucune consultation pour demander si les Pissaquais sont d'accord pour sacrifier 45 hectares de terres utiles agricoles. Aucune consultation sur l'impact justement environnemental de ce projet. Et ça, c'est vraiment problématique, puisqu'en fait, on ne comprend pas les enjeux, on ne voit pas l'impact, on n'a pas pu se prononcer. Au-delà de ça, on peut vraiment se poser la question de est-ce que Poissy a envie de donner une image positive au pays Qatar et faire en gros le lobbying médiatique des Qataris. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout une priorité pour moi. Au-delà de ça, donc vous parliez du projet de la Coudray. Le projet de la Coudray, ce n'est pas du tout un projet qui a été décidé sous le mandat de Carl-Olive. Ça a été fait par l'équipe de Frédéric Bernard. L'ancien maire de Poissy. Il y a beaucoup à dire sur ce quartier qui a été fortement bétonné. On conserve encore une enclave avec... c'est le quartier qui se déplace le plus en voiture. Donc on n'a toujours pas de mobilité douce qui ont été inclus dans ce quartier-là. Et peu de mixité au niveau habitation, habitat, entreprise. Ce qui fait que ce quartier manque d'attractivité pour les autres quartiers de Poissy. Donc là encore, pas de stratégie globale et très peu de consultation au niveau des mesures à prendre. Jean-Pierre Mercier. Écoutez, oui, vous avez un petit peu de retard. Non, mais vous inquiétez pas, je vais le combler après. Il n'y a pas de souci. Non, par rapport au quartier de la Coudray, c'est sûr que vous avez mentionné vous-même l'effondrement du taux du nombre de logements sociaux. On est passé d'un quartier ouvrier qui était plutôt aéré de 600 logements à un quartier qui s'est très densifié, qui s'est entassé à près de 900 logements, une baisse brutale de logements sociaux. Et ça, c'est très très révélateur justement de toute cette politique de mairie, de municipalité. Excusez-moi du terme, mais moi je l'ai à cœur et je parle un peu comme mes tripes. C'est un peu les vaches à lait. Voilà, c'est les municipalités qui font la promotion des promoteurs privés, des promoteurs immobiliers avec des spéculations foncières. Et ça, de toute façon, au bout du compte, c'est jamais bon pour la population, c'est jamais bon pour ceux qui doivent travailler pour payer leur loyer. Et puis, tout à côté, il y a quand même un quartier Borgard qui est laissé pour compte, où il y a énormément... Un quartier construit à la fin des années 50. Voilà, tout à fait. C'était Simcaville, voilà, c'était l'entreprise Simca, et puis après Peugeot qui ont construit, qui ont géré, et puis qui ont tout vendu au privé, sans jamais investir un seul centime d'euro sur les rénovations. C'est un quartier qui nécessite énormément de rénovations, qui nécessite vraiment qu'on s'en occupe, que la municipalité s'en occupe. Et
on voit bien comment les quartiers ouvriers sont quand même délaissés. Et ça, une municipalité qui serait au service des travailleurs, au service de la population, eh bien, elle essaierait d'organiser des mobilisations, elle essaierait d'organiser cette population pour que ses intérêts se fassent entendre au niveau du logement, au niveau des loyers, au niveau de la rénovation. Voilà. Carl Olive, vous voulez réagir sur le training center du PSG, sur la Coudray et sur Beauregard? Rapidement sur les trois. D'abord, je suis né à la Coudray. Je suis né dans une tour de 11 étages dans les années 70 où il y avait effectivement toutes sortes de populations, des amis espagnols, des amis algériens, des amis marocains, des amis turcs, des amis de la famille bretonne comme ma maman. Une vraie mixité sociale dont parle M. Mercier. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé après le crack, le premier choc pétrolier? Il y a eu de la monoculture. Et j'ai travaillé sur le sujet, sur la lutte des exclusions à travers le travail social, de la monoculture dans ce quartier également. Comment on a recréé aujourd'hui un quartier considéré comme emblématique, justement en mixant les logements sociaux avec de l'accession à la propriété. Mais à la différence de ce que dit M. Mercier, si vous me le permettez, c'est qu'il y a une recomposition de tous les logements sociaux, donc du delta de 300 logements sociaux, qui a été intégré dans les autres quartiers de la ville de Poissy. Et c'est une décision évidemment en rue. Ensuite, ce que je constate, c'est qu'on a aujourd'hui un quartier qui est juste emblématique, qui est une de mes fiertés en question. Sur le Paris Saint-Germain, attention, Madame Martin, je pense que la mémoire vous fait défaut, alors que dans votre équipe, vous avez des personnes qui justement étaient aux commandes au mandat précédent. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé? Quand je suis arrivé, la Chambre régionale des comptes nous disait que sur le projet des terrasses de Poncy, il y avait 12 millions qui n'avaient pas été provisionnés. C'est-à-dire que le projet a été gelé en 2008. Eh bien, on a pris à M. Bernard de ne pas faire un gigantesque centre commercial comme ça avait été le cas, et il a été débloqué grâce à l'établissement public foncier d'Île-de-France. Et pardon, quand on parle de consultation, évidemment que le schéma directeur d'Île-de-France, avec l'accord des agriculteurs, l'accord du département, l'accord de la communauté urbaine, l'accord des habitants, sondage à la clé, 78% d'habitants qui étaient favorables à ce site. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on a un projet social, 1000 emplois pendant la durée des travaux, on a une belle vitrine. Un mot sur Beauregard, M. Mercier a raison, il ne s'est rien passé depuis 50 ans, j'ai insisté auprès des bailleurs, on a près de 900 millions qui vont être en rénovation sur le quartier Beauregard avec de l'écoquartier. Ça, ce n'est pas une promesse, c'est un engagement des bailleurs. On va faire un petit point sur les temps de parole. 7 minutes 44 pour Carl Olive, 5 minutes 06 pour Nathalie Martin, 5 minutes 53 pour Jean-Pierre Mercier. Nathalie Martin, est-ce que vous voulez réagir? Oui, ce n'est pas parce que Frédéric Bernard avait un mauvais projet et une mauvaise gestion de cet espace, en fait, que ça exclut de mener une consultation citoyenne. Vous avez su le faire pour la prison, qui était une fausse consultation. Vous pouviez pertinemment le faire pour le PSG. Ça n'excuse en rien ce manque, en fait. Sur Beauregard, c'est un quartier qui est totalement délaissé. Il y a beaucoup à faire sur ce quartier en concertation avec les habitants, notamment Place Corneille, où en fait très rapidement on peut mettre en place un certain nombre d'aménagements pour valoriser les commerces, pour prévoir un petit marché, pour parvenir à ce que ce quartier soit davantage attractif, des aires de jeu pour enfants. On a vraiment la possibilité de développer ce quartier-là. Nous, comment on va financer ? Avec tout le gaspillage d'argent public qui est actuellement, on a déjà réussi en fait à harmoniser le budget actuel avec nos projets qui sont ici. Il y a un certain nombre de projets qui ne sont pas nécessaires, comme on l'a montré tout à l'heure, notamment le musée Le Corbusier, et il y a des besoins du quotidien urgents à mettre en œuvre. Nous recruterons un responsable de gestion urbaine de proximité pour créer une instance en fait de dialogue entre les bailleurs et les associations d'habitants. C'est ce qui manque actuellement. Et la mairie a ce rôle aussi de faciliter le dialogue entre ces différents acteurs. Ça existe, hein? Pas actuellement. On a un responsable de la gestion urbaine de proximité. Il est très absent, parce qu'on a une énorme demande à ce niveau-là, au niveau des habitants. On va passer à la troisième thématique de ce débat. La santé, on sait déjà que l'hôpital de Poissy va accueillir un nouveau bâtiment pour un coût de 71 millions d'euros. Il abritera en juin les urgences, la réanimation, les soins intensifs, la maternité et 180 lits supplémentaires. Les travaux durent depuis plusieurs années, sont sur le point de s'achever. Une bonne nouvelle pour la ville, mais faut-il aller plus loin? Est-ce que c'est suffisant? Quelles sont vos propositions autour de cette table pour la santé? Jean-Pierre Mercier. Écoutez, la santé fait partie de votre programme. Bien sûr, le service public de la santé qui aujourd'hui est attaqué par le gouvernement, par la présidence Macron, mais c'est aussi par les différents autres gouvernements. Moi, je conçois une mairie, une municipalité au service des travailleurs, un maire ou à défaut des élus municipaux qui seraient au service des travailleurs.
d'une manière complètement différente qui est aujourd'hui. Le maire, Monsieur Olive, fait partie du conseil d'administration de l'hôpital, comme chaque maire. Et voilà, soit on considère que le maire, il est là pour accompagner la politique de casse du service public, c'est-à-dire réduction des lits, sous-effectifs constants. Et on sait bien qu'aujourd'hui, depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, les hôpitaux publics connaissent une mobilisation assez forte, surtout sur les urgences. Mais en fait, l'ensemble des services hospitaliers sont... j'aime pas ce terme en souffrance parce que ils sont diminués, ils sont sous-effectifs et le personnel hospitalier n'arrive pas à faire face, en tout cas à faire son boulot d'une manière correcte. Soit on a un maire qui accompagne, qui est complice du gouvernement, soit on a un maire justement qui pourrait s'adresser et qui s'adresserait à l'ensemble des salariés de l'hôpital, que ce soit les infirmières, le personnel administratif, les médecins, les brancardiers, enfin tous les salariés qui travaillent dans cet hôpital, pour les réunir et même pour les appeler à se mobiliser. À se mobiliser parce que je suis convaincu que ce n'est que par le rapport de force, et là on a une énorme divergence, c'est évident, mais ce n'est que par le rapport de force que les salariés de l'hôpital peuvent faire entendre leurs intérêts, peuvent imposer leurs revendications. Et un maire au service des travailleurs, il pourrait faire le lien avec la population, parce que dans le service public de l'hôpital, il y a évidemment les conditions de travail des salariés, et puis il y a aussi le service rendu aux usagers. Alors là, on est vraiment dans un cas typique où une municipalité au service des travailleurs défendrait justement le camp des travailleurs, c'est-à-dire les travailleurs de l'hôpital et puis les usagers. Et ça, c'est quelque chose qui est incontournable pour moi. Carl Olive, vous avez déjà 7 minutes 51 de temps de parole, il faudra être concis pour pouvoir développer les autres sujets. Je partage en partie ce que dit Monsieur Mercier sur les difficultés au quotidien des agents de l'hôpital. Quand j'ai été élu président du conseil de surveillance, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, j'ai commencé par visiter l'ensemble des unités des deux sites. Aujourd'hui, le problème de santé en France, c'est un problème à la fois en amont. C'est pour ça qu'il faut aider l'installation de nouvelles maisons de santé, de cabinets médicaux, ce que nous faisons, pour éviter qu'à chaque coup de téléphone, la bobologie vous envoie directement aux urgences, qui enclave les urgences. Et puis derrière, on a décidé de mettre en place un plan cancer. Aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité. C'est une première en France avec la ville de Saint-Étienne pour avoir un lieu d'accueil et un guichet unique. 40% des cancers pourraient être mieux appréhendés avec de meilleures informations à ce niveau-là. On créera cette maison du mieux-être. Nathalie Martin, alors vous avez fait de la santé votre grande cause aussi du mandat. Vous proposez notamment l'ouverture d'une maison de la prévention et de l'accès aux soins. Oui, avant ça, juste pour revenir sur l'hôpital, je suis tout à fait d'accord avec la position de M. Mercier. Nous avons rencontré énormément de personnel de l'hôpital et il faut absolument être à leur côté et porter une parole publique en leur faveur auprès du ministère pour que cette situation inacceptable cesse. Alors, au-delà de ça, oui, dans nos projets, il y a effectivement l'ouverture d'une maison de la prévention. La santé, ça concerne tout le monde, des jeunes aux aînés. C'est super important d'avoir un lieu qui permette ça. Donc, un lieu qui serait un partenariat gagnant-gagnant entre les associations et la mairie, puisque l'offre, en fait, serait faite par les associations qui habiteraient cette maison et la ville mettrait à disposition les locaux. Au-delà de ça, on a aussi une mesure qui concerne le manque de médecins sur Poissy, qui est un grave problème, le manque de médecins généralistes. Donc, deux mesures. Le fait de payer une partie des études des médecins en deuxième cycle et qu'ensuite ils s'engagent à rester sur Poissy un certain nombre d'années. Ça se fait pour d'autres professions, donc pourquoi pas pour celle-ci. Et aussi l'installation de cabines de télémédecine dans les endroits qui sont dépourvus, dans les quartiers qui manquent de médecins généralistes. Alors évidemment, une cabine de télémédecine, c'est pas pour justement des cancers ou autres, mais pour les petites maladies du quotidien, ça peut permettre justement de régler un certain nombre de problèmes. On a d'autres mesures aussi qui sont complémentaires concernant le bien-être, la promotion des activités sportives pour les familles et les seniors, puisque nous proposerons 2 heures par semaine d'activités sportives, bien sûr en partenariat avec les associations, et aussi la mise en place d'une mutuelle municipale qui va s'adresser à toutes les personnes qui ne sont pas couvertes en fait par la mutuelle professionnelle qui prend en charge les actifs.
Nous allons maintenant passer à la quatrième thématique. Alors, on va commencer par les thématiques des transports. Le RER-E va arriver à Poissy en 2024. Il faut ajouter à cela le tram 13 Express qui devrait relier dans sa phase 2 Achères à Saint-Germain-en-Laye en passant par Poissy. Le tram ira jusqu'à Saint-Cyr-l'École, mais la ville connaît quelques problèmes d'embouteillage le matin ou le soir aux heures de pointe dans son centre-ville et sur les extérieurs. Comment voyez-vous les transports à Poissy et que proposez-vous? Carl Olive. Le constat qu'on peut former ici, c'est que c'est très compliqué de circuler dans Poissy. Donc la première chose, c'est de limiter la circulation à Poissy autant que faire se peut. C'est la raison pour laquelle, dès 2014, et pas en 2019. On a proposé une insertion urbaine du tram 13, où on passe de 7 000 usagers potentiels à 37 000 usagers, qui permet à la fois de laisser le véhicule entre guillemets à la maison et de créer une interconnexion avec le RER-E, puisque nous faisons partie dans le cadre du Grand Paris Express des villes qui ont été choisies pour un nouveau pôle gare. Ça, c'est la première solution. La deuxième piste de réflexion, c'est évidemment limiter. On fait partie à Poissy d'une ville qui est une des rares villes à être traversée par les poids lourds. Donc il faut lutter évidemment contre les poids lourds en transit. Et lutter contre les poids lourds en transit, c'est ce que nous faisons, ça n'avait jamais été fait auparavant, des contrôles systématiques, 2500 poids lourds contrôlés par jour, 57% ne devraient pas être là. Et il faut absolument que le législateur permette de passer la verbalisation d'un poids lourd qui n'a pas été là, aujourd'hui de 35 € à 500 €. Sinon, on ne s'en sortira pas. Vous suivez ce débat sur TV78 et également sur Radio Sensation. Nathalie Martin, vous voulez lutter contre la pollution sonore notamment? Oui, alors pour en revenir à EOL, il faut bien préciser qu'EOL, ce n'est pas une offre nouvelle de transport. EOL va remplacer la ligne J et le RER-A. Donc on sait déjà... C'est écrit où, Madame Martin? Oui, le RER-A, mais vous, ça, je sais que vous ne l'assumez pas, mais vous savez très bien que c'est en débat. C'est écrit où, Madame Martin? Et est-ce que vous pouvez nous assurer que le RER-A va persister? Moi, je vous dis que c'est écrit nulle part. Mais répondez-moi à ça. Je vous dis que c'est écrit nulle part. Et le RER-E, il faut se féliciter que le ministre de l'époque, M. Valls, parce qu'en fait, vous me coupez au moment avait choisi parce que moi, je vous ai pas interrompu. Ne parlez pas tous les deux en même temps. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était mon tour de parler. Nathalie Martin, allez-y. Merci. Donc, EOL, au moment de sa mise en circulation, on sait déjà qu'elle sera en sous-capacité et donc que les Pissiaquais vont voyager debout. Pour moi, c'est un manque de sérieux de ne pas avoir vu les différentes alternatives possibles à ce sujet et aussi tout ce qui est lutte contre la pollution sonore, les murs bruits, pour tous les Pissiaquais qui sont impactés justement par cette pollution sonore. On vient s'en préoccuper maintenant alors que ça fait belle lurette que ça aurait dû être négocié. Le tram, dans sa version 2, ne va pas du tout engendrer une baisse de la circulation et même il va la compliquer, notamment dans le quartier La Bruyère. Vous savez que les rails qui n'ont pas été utilisés risquent de l'être pour le projet du port d'Achères pour le fret. Donc ça va poser encore plus de problèmes de circulation. La possibilité de changer ça, c'est de mettre en place des pistes cyclables sécurisées qui auraient dû être mises en place avant le démarrage de tous ces chantiers pour proposer une alternative. Notre autre projet en matière de transport, ce sont les bus gratuits. Dans toutes les villes où cela a été mis en place, on a vu un changement au niveau de la circulation. Carl Olive. Comment financer les autres? Si l'Interco veut se positionner, c'est tout à fait possible. Comment vous financez? Dites-moi quel montant. C'est une belle idée. Comment vous financez les bus gratuits à Poissy? On parlera du montant de mon programme quand vous aurez sorti le vôtre. Il n'y a pas un chiffre. Pour l'instant, il n'y a pas un chiffre, mais vous non plus. Où est votre programme? De financement dans votre programme? Il est là, Carl Olive. Il est où votre programme? Vous aussi, sortez-le. Madame Martin, les élections, c'est le 15 mars. Oh là là, c'est vrai. C'est dans longtemps. Non, simplement dans le document, effectivement, il n'y a pas une ligne de financement, il n'y a pas un chiffre dans le programme. Donc la liste du Père Noël, moi j'y crois pas au Père Noël, je suis plutôt pragmatique. Et par rapport à ce qui a été dit là, c'est dommage que vous n'ayez pas participé à la réunion publique de la semaine dernière à La Bruyère, Madame Martin, puisque les personnes de la SNCF nous disaient qu'effectivement on pourrait même peut-être aller sur du vélo-rail à l'arrière de La Bruyère, ce que les habitants attendent et ce que nous proposerons. Jean-Pierre Mercier, vous avez du retard? Oui, je vais le rattraper, vous inquiétez pas. Justement, sur la circulation, c'est vrai que Poissy, c'est infernal au niveau des voitures, au niveau des poids lourds. Au niveau des voitures, écoutez, vous avez une entreprise, PSA, qui, à l'heure où tout le monde parle d'écologie, où tout le monde parle d'empreinte carbone, a décidé, la direction de PSA a décidé de supprimer les bus de ramassage des salariés de l'usine de Poissy. Ça veut dire quoi? Concrètement, à partir du 1er mars, bientôt, après-demain, il y a 600 voitures supplémentaires qui vont passer dans les rues de Poissy, 600 voitures jour, aller, retour. Il y a eu une mobilisation dans l'usine de Poissy et dans l'usine de PSA, et
justement une municipalité ouvrière de combat qui serait au service des travailleurs aurait mis son nez dans cette affaire-là, aurait fait pression sur la direction de PSA, aurait aidé les salariés à plus se mobiliser, aurait été de leur côté face à la direction de PSA. Et ça, se laver les mains de ce problème-là, c'est révélateur de quel côté on se place. Alors, sur le problème des poids lourds, eh oui, la direction de PSA, je reviens à la direction de PSA, c'est quand même un acteur majeur de la ville, c'est 300 poids lourds jour. 300 poids lourds jour. Pourquoi ? Parce que la direction de PSA ne veut absolument pas utiliser le fret ferroviaire. Pourtant, ils ont une ligne dédiée qui passe à l'intérieur de l'usine. Ils ne veulent pas utiliser la Seine. L'usine est au bord de Seine. Pourquoi ? Parce que ça ne rapporte pas assez. C'est beaucoup plus rentable d'utiliser des camions, de mettre les stocks sur les camions, de défoncer les routes, de faire de la pollution sonore et autres, plutôt que d'investir dans le fret, d'investir sur les voies de Seine, sur les voies fluviales pour amener les pièces. Et ça, c'est très révélateur de la manière de concevoir la politique municipale. Moi, je la conçois en raisonnant en fonction des intérêts d'abord des salariés, des travailleurs et des intérêts de la population en général. Alors, ce n'est pas quelques pistes cyclables qui vont résoudre le problème. C'est évidemment en s'attaquant aux plus gros pollueurs au niveau de la circulation et au niveau du transport. Après, pour parler gratuité, oui, moi je suis pour que les transports publics soient gratuits pour les usagers. Comment on le finance ? Vous avez une entreprise qui est multimilliardaire, qui génère des milliards de bénéfices. Évidemment, les entreprises comme celle-ci ne veulent plus payer d'impôts. Elles ne payent plus rien du tout. Par contre, elles sont prêtes à prendre de l'argent public. Et elles en ont pris à la mairie de Poissy, à la municipalité de Poissy. Simplement, juste un petit détail, parce que ça me tient à cœur quand même. Vous avez dépassé les 11 minutes, hein, Jean-Pierre Mercier. C'est pas grave, c'est un scandale. Il y avait la direction de PSA qui voulait vendre le forum Armand Peugeot. Forum Armand Peugeot. Qui c'est qui l'a acheté ? Un coup de téléphone, c'est la mairie de Poissy. Voilà, plus de 3 millions d'euros qui ont été dans une caisse qui est multimilliardaire, la direction de PSA. Nathalie Martin, je vous donne la parole et Carl Olive pourra réagir juste après. Il nous reste à peu près 20 minutes d'émission. D'accord. Avec Poissy Demain, nous avons écrit justement à la direction de Peugeot pour demander des explications sur ce problème, parce qu'effectivement, le rôle d'une mairie, c'est aussi ça en fait. C'est d'exiger certaines contreparties. Effectivement, le forum Armand Peugeot a acheté 3,3 millions. Pour en faire quoi ? Pour faire plaisir encore à PSA. Donc l'argent, il y en a. Après, il faut avoir de l'ambition pour sa ville. Les bus gratuits, c'est une ambition. Et oui, je pense que ça réglera beaucoup de choses. Nous nous battrons au niveau de Poissy Demain pour le maintien du RERA, absolument. Et pour tout ce qui concerne les voitures, on n'en a pas parlé, on propose en fait la géolocalisation des places libres, puisqu'en fait énormément de pollution est due au fait de chercher un stationnement. On parlera d'environnement juste après. Ah, alors c'est un peu en lien. Et aussi 30 minutes de gratuité pour les voitures pour permettre de pouvoir consommer davantage dans les commerces de proximité. Carl Olive. Bon, juste dire que si, par exemple, le département n'avait pas aidé à ce point le site de production et le centre d'expertise de Peugeot, peut-être que malheureusement, effectivement, le site de production, d'ailleurs à l'époque où M. Mercier est arrivé, aurait fermé de la même manière que Colnay. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient au département. Moi, je me félicite. Je connais un tout petit peu, peut-être pas autant que M. Mercier, je connais un tout petit peu l'entreprise également. Ce que je constate, c'est que depuis 2014, jamais on a eu un développement de la part du centre d'expertise à ce point au niveau de PSA, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'histoire est un éternel recommencement. Dans les années 60, il y a eu un grand chantier à Poissy de 90 000 m² sur la surface du site de production. On est passé à 180 000 m². Il faut vivre avec son temps. Si aujourd'hui PSA ne vient pas frapper à la porte du département et de la région pour récupérer, vous le savez, Monsieur Mercier, 11 millions d'euros, alors il y a une voiture qui n'est pas construite à Poissy. Et donc c'est de l'emploi en moins. Laquelle elle serait pas construite ? La Moka. La Moka, on va démarrer les pré-séries au mois de juin. Mais pourquoi vous allez démarrer ? Parce que vous avez remporté l'appel à projet, monsieur Mercier. Parce que la direction de PSA a fait le chantage entre les différents élus départementaux. Parce que vous croyez qu'ils sont à 11 millions près. Ils ont fait 2 milliards de bénéfices sur les 6 premiers mois de l'année. Et ça, vous... Alors, là, vraiment, c'est révélateur. Vous tombez dans ce chantage, parce que vous voulez bien tomber dans ce chantage, dans ce piège d'une entreprise multimilliardaire qui veut absolument gagner de l'argent public. Jean-Pierre Mercier, laissez répondre Carl Olive.
Non, mais sur les bus dont parlait M. Mercier, évidemment, dès lors où il n'y a plus de travail de nocturne, les bus ont moins lieu d'être. Je ne dis pas n'ont plus lieu d'être. Les transports des salariés ont moins lieu d'être par rapport à ça. Il n'y avait pas de bus pour l'équipe de nuit. Je ne dis pas que la situation... Les bus, ils étaient pour les 2-8. M. Mercier. Pour l'équipe en 2-8. Je ne dis pas que la situation est facile. Là, vous ne savez pas ce qui se passe à l'usine. Ce que je constate, un tout petit peu, ce que je constate en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, 5000 employés sur le centre d'expertise, 6000 à la rentrée. On a récupéré 1500 cols blancs de la Grande Armée, là où ce n'était pas forcément indiqué, prévu. C'est de l'emploi pour la ville, c'est pour le cercle vertueux de l'économie locale. Et ces personnes-là sont heureuses de venir à Poissy, et nous sommes fiers de pouvoir les accueillir. Carl Olive, vous avez beaucoup d'avance. Nathalie Martin, est-ce que vous voulez répondre sur ce sujet? Non, on peut faire un lien avec l'environnement. Alors nous allons passer justement à l'autre point, l'environnement. Alors vous avez tous des idées pour préserver l'environnement au sein de la commune. On va commencer par vous, Nathalie Martin. Ok, donc nous, l'écologie, ce n'est pas une thématique du programme. En fait, ça traverse vraiment l'ensemble du programme. Un maire, c'est sûr qu'il ne peut pas sauver la planète, mais à son échelle, beaucoup de choses peuvent être faites, notamment sur une ville de près de 40 000 habitants, où on peut mener des expérimentations qui pourront être répliquées. Donc le but, c'est vraiment de changer le local pour impacter la globalité. Alors, au niveau des projets, j'ai pas mal parlé des transports avant. On voit par exemple qu'il y a un article ce matin qui est sorti sur le pont de Poissy. Toujours pas de piste cyclable. Il faudra que les vélos empruntent les trottoirs. C'est pas possible en fait. Si on veut développer les mobilités douces, il faut vraiment avoir une offre à ce niveau. Parce que ça concerne les vélos, mais pas seulement. Les rollers, les trottinettes, etc. Tous ces modes de déplacement qui se développent. Au-delà de ça, on a plusieurs projets, notamment une ville zéro déchet, un peu sur le modèle de Roubaix, essayer de faire en sorte que la population se lance dans cette initiative, avec un point info-énergie qui sera là pour conseiller les différentes familles pour la réduction des déchets, mais aussi comment avoir des subventions pour améliorer le logement. Pardon ? Comment vous le financez ? Mais vous me posez toujours ces questions, je vous ai déjà répondu. Vous savez, la gestion d'une collectivité, vous regarderez la dernière hein. page de ce programme qui explique le financement. Non, mais je vous pose la question. Mais je vous réponds, on va faire des économies sur un certain nombre de points. Non, mais là, vous me répondez pas. Mais comment si vous financez ce que vous, typiquement sur cet exemple, je Madame vous Martin. répondrai quand vous aurez sorti votre programme et on pourra comparer les deux programmes. Parce que c'est un peu facile, en fait, de dire quel financement. Il est où votre programme, vous, à un mois des élections? Non, vous ne répondez pas à la question. Mais vous non plus? Il est où votre programme? Vous ne répondez pas à la question, Mais Madame pareil, Martin. en fait, c'est la même chose. Donc, si c'est possible de finir l'explication. Voilà, on mettra en place effectivement un observatoire des pollutions qui concernera l'ensemble des pollutions. Effectivement, la pollution atmosphérique, mais pas que. Tout ce qui est prise de pollution sonore et tous les types de pollution pour justement avoir une démarche itérative et chaque année améliorer justement les données. On a aussi en projet l'Académie des éco-citoyens pour sensibiliser les plus jeunes sur le temps périscolaire, donc le temps de la cantine, après l'école, etc., afin de sensibiliser aux différentes activités de tri ou autres en lien avec le développement durable, qui donnera lieu à une semaine de formation des adultes faite par les enfants. Donc vraiment, on a toute une série de projets de cette sorte pour mettre en valeur l'écologie. Carl Olive. Moi, je ne crois pas au Père Noël. C'est-à-dire que je ne crois pas à la liste à la Prévert où il n'y a aucun financement en face de subventions, etc. La première chose, je crois, qu'on peut quand même partager en commun, c'est qu'encore une fois, en matière d'environnement et de pollution, le point noir à Poissy, c'est vraiment la circulation. C'est l'idée, effectivement, de ce tramway. D'ailleurs, je regrette que les membres de Poissy Demain, en partie, aient refusé cette insertion urbaine quand la région Île-de-France, avec les mêmes partenaires, l'avait accepté. Mais passons. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Dès qu'on est arrivé, on a par exemple dématérialisé. On a dématérialisé un maximum de supports, typiquement les convocations par exemple aux conseils municipaux. Ces petites économies, ça fait 20 000 €. On est allé puiser dans une galerie aux moines pour la propreté urbaine, ça a fait 20 000 € d'économie. On a implanté un puits de carbone qui permet de capter les filtres. Et puis on a décidé de faire un écoquartier sur 10 hectares d'eux avec des aspirations pneumatiques, là où on aurait eu besoin de 160 à borne, le quartier Rouget de Lille. Exactement, de bornes d'apport volontaire. Je pense que effectivement, et je rejoins ce que disait Madame Martin, l'écologie, l'environnement, le développement durable, c'est pas une thématique et personne n'a le monopole de ça. Je crois que sur ce sujet-là, il faut qu'on ait une espèce de concorde pour que chacun à son endroit puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et on créera un label anti-gaspi sous 3 formes, avec les commerçants. La loi de 2016
oblige les commerces à redistribuer les invendus avec les écoles et également avec la ville et les associations caritatives. Jean-Pierre Mercier. Écoutez, Vous êtes à 12 minutes, un peu plus de 12 minutes de temps. il n'y aura pas de concorde, dans le sens où moi je m'élève contre cette mode qui consiste à culpabiliser l'habitant, le consommateur. C'est lui qui serait en partie responsable de la pollution, du gaspillage et compagnie. Vous savez, faut arrêter de dire que c'est l'automobiliste qui pollue. Non, c'est pas lui, c'est pas l'automobile qui pollue le plus, excusez-moi. Il y a, par contre, désigner les vrais pollueurs, et quand eux, ça pollue, ça fait extrêmement mal. Ce sont des entreprises privées qui sont gérées d'une manière uniquement sur le principe de la rentabilité, où vous avez... Alors, c'est pas vraiment sur le territoire de Poissy, mais c'est pareil, ils sont à HR. Le SIAP, par exemple, en l'espace de ces 2 dernières années, il y a eu 4 incidents écologiques extrêmement graves. Le dernier, en juillet dernier, il a été extrêmement grave. Et moi, je suis convaincu que ce sont les salariés qui peuvent être les meilleurs garants de l'écologie, de l'environnement, de la protection de l'environnement, parce que c'est eux qui savent en combien ils sont en sous-effectif, qu'il y a un manque d'investissement crucial, qu'il y a des installations qui sont désuètes. Et oui, une mairie, des élus qui seraient du côté des travailleurs, qui défendraient leurs intérêts, y compris les intérêts de la population, ferait en sorte que que les salariés soient des lanceurs d'alerte, qui puissent dire exactement ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, parce que quand il y a un accident industriel au niveau écologique, ça fait extrêmement mal. Ça fait bien plus mal qu'un petit bouchon de circulation dans les rues de Poissy. Alors oui, une mairie qui serait au service des travailleurs, qui serait au service de cette cause-là, elle irait dans le sens des salariés, dans le sens de leurs revendications, elle les porterait, ça serait un relais, ça serait un point d'appui, et même, ça serait même peut-être des élus, sûrement même, qui seraient des organisateurs de la mobilisation, de la lutte, y compris jusqu'à aller à la grève pour imposer un rapport de force qui permettrait que dans ces entreprises qui sont Céveso et classées hautement Céveso, elles puissent avoir des installations qui soient réellement garantes de sécurité. Nathalie Martin, vous avez un petit peu de retard. Ok. L'écoquartier n'a pas du tout été mis en place sous le mandat de Carl Olive. C'était le mandat précédent et il faut le préciser. Je suis absolument d'accord avec le fait que ce sont les mêmes causes qui créent la crise sociale et la crise climatique. On ne peut pas opposer les deux. Et un autre projet qui est important dans notre programme et dont on n'a pas parlé, c'est la lutte contre les dépôts sauvages qui prolifèrent un peu partout, avec Carrières-sous-Poissy qui est emblématique sur cette question. Nous avons prévu de demander pour chaque permis de construire le dépôt d'une caution qui sera remise uniquement avec le dépôt en déchetterie. Donc pour justement empêcher ces dépôts des entreprises, qui viennent la plupart du temps des entreprises. C'est légal. Alors nous allons maintenant passer aux conclusions de ce débat. Nous sommes à peu près dans les mêmes temps de parole. 14 minutes 55 pour Carl Olive, 14 minutes 15 pour Nathalie Martin, 14 minutes 27 pour vous, Jean-Pierre Mercier. Alors, vous aurez le droit du coup, à la parole dans l'ordre inverse du premier tour de table en début d'émission. Vous avez environ 2 minutes chacun. On va commencer par vous, Carl Olive. Vous étiez le dernier tout à l'heure, vous êtes le premier maintenant. Oui, je crois qu'aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Ça, c'est une phrase de Mandela, et je crois que ça résume bien l'esprit, je dirais, d'équipe qui s'y a à Poissy. Le Paris Saint-Germain, sans le département, sans la région, sans l'État, on n'aurait rien pu faire. Le tramway, de la même manière. Juste peut-être un exemple symptomatique et qui est d'actualité, qui résume bien cela. Avant-hier, il y a un voyou, il n'y a pas d'autre nom, qui s'est amusé à jeter violemment son chien sur la piste du marché quartier Racine. Il a été filmé sur les réseaux sociaux. J'ai été interpellé directement, il était 22h, par une pisciacaise. J'ai immédiatement saisi le CSU, le Centre de supervision urbain, pour retrouver la trace de cette personne. 30 millions d'amis a porté plainte. Et hier, moins de 24 heures après, la personne est interpellée, le chien a pu être mis à la SPA. Pourquoi je cite ça ? Parce que je crois que là, on a l'esprit de la ville de Poissy, sur cet esprit d'équipe, et ce n'est pas une fierté. C'est vrai que seul on va plus vite et qu'ensemble on va plus loin. Moi, je suis ravi que Poissy est vraiment fier sur le sujet, que Poissy soit redevenu une locomotive du département des Yvelines. Nathalie Martin, vous avez à peu près 2 minutes pour conclure. Okay.
Nous n'avons pas eu le temps de parler de démocratie participative et c'est bien dommage puisque Poissy, pour moi, a 20 ans de retard sur ce thème-là, avec la création des conseils citoyens, la mise en place d'un budget participatif. C'est un point important de notre programme et j'invite vraiment les téléspectateurs à aller voir ces différentes questions. Pour conclure, on sort de 6 ans de marketing à la gloire d'un seul homme. On sort de 6 ans durant lesquels le point de vue privilégié a été celui des lobbies industriels, des équipements de prestige médiatique, des promoteurs immobiliers. Et cela a eu plusieurs conséquences désastreuses sur la ville, l'hégémonie des voitures, la confiscation de l'information. Durant ces 6 ans, la crise sociale et la crise climatique a augmenté, n'a cessé de s'aggraver. Cette situation ne me va pas. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter, parce que je ne peux plus supporter cette situation. Moi, je ne joue pas sur une ambiguïté, LR, LREM. Notre équipe vraiment est sans étiquette. Elle est prête. Je suis prête à être maire à 100%. Pas de cumul des mandats. Poissy Demain offre une véritable alternative. Et donc, on verra ce que souhaite l'Épiciaquet. Mais en tout cas, il y a une véritable alternative démocratique aujourd'hui sur Poissy. Jean-Pierre Mercier, votre conclusion. Écoutez, pour moi, une municipalité ne peut pas changer la vie des travailleurs. On vit dans une société, dans un système économique capitaliste qui est à bout de souffle, une économie qui est à bout de souffle. Par contre, pour autant, une municipalité qui aurait des élus, lutte ouvrière, peut-être un maire, lutte ouvrière, pourquoi pas, se mettrait réellement au service des travailleurs, défendrait ce camp des travailleurs, seraient les porte-parole des revendications des plus démunis, de ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre. Sur la liste, il n'y a aucun, sur la liste de lutte ouvrière, il n'y a aucun politicien professionnel, il n'y a aucun notable. On est tous des travailleurs, des chômeurs ou des retraités. Un travailleur doit voter pour des travailleurs, pour faire entendre son camp, pour faire entendre ses revendications. Et c'est ça qui est bien le plus utile aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, parce que ce que nous réserve le gouvernement, ce que nous réserve Macron, ça va toucher évidemment les travailleurs de Poissy. Et je me suis engagé dans cette bataille contre le saccage des retraites que fait Emmanuel Macron. Il faut que ces mobilisations se poursuivent dans la ville et des élus lutte ouvrière feraient en sorte d'organiser ces mobilisations, d'organiser ces luttes, et y compris d'organiser les grèves. Il faut que la mairie de Poissy soit la mairie des travailleurs et ne soit plus l'annexe de la direction de PSA qui représente les actionnaires de la famille Peugeot. C'est bientôt la fin de cette émission. On va regarder tout de suite les temps de parole. 16 minutes 07 pour Carl Olive, 15 minutes 39 pour Nathalie Martin, 15 minutes 54 pour vous, Jean-Pierre Mercier. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat du premier tour sur TV78 et à Radio Sensation. Un débat à revoir sur le site internet de TV78 et l'application mobile à réécouter sur Radio Sensation. Les électeurs en savent maintenant un peu plus sur vos programmes. Je vous redonne la date du scrutin, le dimanche 15 mars. À bientôt sur TV78 pour un nouveau débat du premier tour sur les principales communes des Yvelines.